Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cet épisode littérature qui sera consacré au roman graphique. Je ne sais pas dans quel ordre il faut dire les titres et les sous-titres, Jean. On va dire Qui-Gon, tout simplement Qui-Gon, Histoire de l'hyperespace. Ici Francis en direct de Québec, et comme à notre habitude, on rejoint Jean en direct de Vancouver. Cette semaine, Jean, c'est The Naked Lightsaber, donc on suppose que c'est en l'honneur de Naked Gun. Exactement, et la coïncidence de fou quand même. On critique un tome sur Qui-Gon, le moment où le nouveau film de Naked Gun là, arrive au cinéma avec Liam Neeson justement, donc c'est une jolie coïncidence. Salut Francis, bonjour, bonsoir à tous et ravi d'être là, comme d'hab. De même, et ça va être redondant pour ceux qui suivent dans nos discussions farfelues sur le Discord, mais rappelons que The Naked Gun, donc en France, c'est la série de Y a-t-il un flic pour 3 petits points, et au Québec, c'est la série de L'agent fait la farce. Donc voilà, le titre extrêmement différent. D'ailleurs, as-tu été voir le Naked Gun de Liam Neeson, non? Toujours pas. Là, on se met à jour au niveau Zaz, et je t'en parlerai dans le WhatsApp, mais là déjà, on a vu la trilogie Y a-t-il d'époque que j'avais jamais vue. Très très bon, donc j'ai hâte de voir le nouvel opus avec Liam Neeson. T'y allais toi? Non, pas encore. Écoute, disons que c'est rendu plus rare le cinéma, donc c'est plus pour les méga événements comme le film de F1, des choses comme ça. Ouais. C'est que les comédiens à la base. Une fois qu'il va être disponible au club vidéo, comme on disait dans le temps, donc sur une des plateformes, ben, c'est sûr qu'on va l'écouter, d'autant que les retours sont quand même bien. Là, donc voilà. Ouais. Jean, écoute, avant d'attaquer moi aussi, j'ai le réflexe là, de dire série de comics, mais en fait, ce n'est pas une série de comics ce soir. Bref, on va vous démêler tout ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va saluer nos amis de Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à aller explorer le groupe sur Facebook, Instagram et YouTube. Je crois que c'est ça les trois réseaux. Donc, venez discuter avec nous, que vous soyez du Québec ou pas, si la littérature Star Wars vous intéresse. J'espère que oui, parce que ce soir, c'est le sujet. Là, donc, si vous êtes là, il y a plutôt intérêt. Côté émission récente, Jean, qu'est-ce qu'on avait? Récemment, qu'est-ce qu'on a eu niveau littérature déjà, parce qu'on ne s'arrête jamais, nous. La dernière critique en ligne, c'est la critique de la mini-série Ewoks, donc un tome qui est sorti récemment chez Panini Comics en français. Voilà. Ensuite, nous avons eu donc un Quoi de neuf. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un Quoi de neuf, donc nos émissions un peu news. Là, on était focus sur la littérature beaucoup, avec les annonces de la SDCC 2025, mais pas que, avec toutes les petites annonces niveau film, série, Lego s'il y avait. Qu'est-ce qu'on avait les Hasbro, Black Series aussi, des choses comme ça. Un peu toutes les annonces de la SDCC. Et nous avons eu une superbe, une espèce l'enregistrement de la conférence, en fait, que vous aviez faite à la Montréal Comic Con. Star Wars, avez-vous encore l'espoir? Donc très intéressant, la team de Star Wars en direct, accompagnée de ta petite fille qui accompagnait la team pour parler de ça. Plus très petite. Ouais. Est-ce que tu te dépasses niveau taille déjà? Non, ça par contre, elle est dans le... génétiquement, elle est du côté de la mère pour ça, donc elle est beaucoup plus petite que moi. Ouais. On vous invite à... plus grande, mais ta mère qui a maintenant 19 ans, donc c'est elle qui s'est occupée aussi de tout l'aspect réseaux sociaux là, au Comic-Con, puis filmer, entrevues, etc. Donc bref, on la salue. Et vous aurez peut-être remarqué que depuis une semaine, depuis l'épisode qu'on vient de montrer là, de Ewoks, on a un nouveau style visuel complet, là, design graphique pour les vignettes sur YouTube. Gracieuseté, évidemment, de notre leader suprême qui est designer graphique dans sa vie hors Star Wars. Donc, voilà, Danny qui a complètement modernisé nos vignettes d'émission. On espère que ça vous plaît. Dites-nous justement ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, je trouve ça très, très cool. Oui, pareil. Joli. Ça donne envie de cliquer. Donc, j'espère que c'est votre cas aussi. Oui, ça pète bien, là, niveau couleur, on est bien. Là. Petit WhatsApp Star Wars, Jean? Oui, justement, on en parlait un peu plus tôt. Alors déjà, je vais vite fait passer sur ça. J'ai enfin maté la saison 2 de Andor. Et voilà, après tout le monde. Mais voilà, ça s'est fait. On va pas être original. On a beaucoup aimé la série. C'est pas volé de dire que c'est un peu la meilleure série Star Wars
ever, mais c'était pas compliqué non plus, j'ai envie de dire. On aime bien les autres séries, hein, le fil univers, tout ça, mais c'est vrai que ça c'est un step-up. Ben, il y avait la première saison d'Andor. Il y a voilà ça, mais tu vois, j'ai quand même préféré la deuxième. J'avoue que la première saison, ça m'a un peu ennuyé, surtout au début. Et oui, le final était sympa, mais ouais, il faudrait que je la remate parce que je garde pas un souvenir non plus de fou, quoi. C'est sympa. Là, c'était plus que sympa, mais pour une série, tu vois, j'ai pas toujours la même excitation que quand on allait voir des films au cinéma, tu vois. Tu vois, j'ai plus de Ouais. souvenirs avec la postlogie au cinéma, tu vois, accompagné, tout ça, des amis, machin, la sortie, la pré-sortie, tout ça, que là, regarder tout seul la série à la maison, bon, c'est sympa, hein, j'adorais, hein, l'histoire est excellente. Il en faudrait plus des séries écrites comme ça, voilà, l'écriture, c'était ça, le point qui manquait dans Star Wars en série, et là, ils ont nailé le truc. Mais bon, ça c'est pas original de dire que c'est très bien. Non, par contre, moi j'ai envie de parler des deux films, enfin de deux trucs qui ont rien à voir avec Star Wars, mais j'ai juste envie d'en parler parce qu'il y a des petits liens. Donc déjà, alors, j'ai enfin regardé donc la trilogie des Y a-t-il des As, mais pas que, hein, j'ai aussi maté le Airplanes, le premier film des As en gros, Ouais. et le deuxième film des As, Top Secret, ça s'appelle. Mm-hmm. J'ai pas les titres en... Ouais, je pense que c'est la même chose en français. Ben, c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, ça c'est pour Airplanes. Il y en a eu, ouais, il y en a eu deux, donc il y a eu aussi une suite. Ouais, alors la suite n'est pas réalisée par les As, par contre, Ouais. alors je ne l'ai pas encore vue, celle-là. Là, Il je me est beaucoup focus moins vraiment bon. sur eux. C'est dans Il est beaucoup l'espace, moins... donc Ah, voilà. ok. Ben écoute, on s'est lancé pas plus tard qu'hier, mais je t'en parlais plus tard parce que j'ai pas fini. Je me suis endormi devant. C'est pas parce que j'étais fatigué, hein, c'est pas parce que c'était nul, le deuxième Airplanes. Mais par contre, le Top Secret, qui est le deuxième film des As, alors c'est très intéressant parce qu'on a Peter Cushing qui joue dans un petit rôle dans le film. C'est une seule scène en fait. Il y a une seule scène et elle est juste excellentissime. Elle est à mourir de rire avec un petit, j'aime bien dire ça, un petit lien à Lynch. Enfin, ça fait une scène très très lynchienne dans la façon dont c'est filmé, notamment ceux qui ont vu le film s'en rappelleront sûrement. Mais excellent. Donc Peter Cushing, c'était rigolo de le voir parce que j'avoue que je mate pas trop sa filmographie à Peter Cushing, à part les Star Wars, j'ai pas trop vu grand chose de lui. Hein. Donc ça faisait plaisir de le voir là. Donc Top Secret, si l'humour des As vous intéresse, enfin vous plaît, on vous conseille. Pour moi, c'est mon préféré des As, quoi. Ah ouais? Ouais, Ben, devant. c'est le plus méconnu, hein, je pense. Je sais pas pourquoi, mais c'est celui qui jouait pas justement à la télé plusieurs fois par année, là, contrairement au L'Agent fait la farce ou Exactement. Y a-t-il un pilote dans l'avion? À tous les Y a-t-il. Et bizarrement, c'est celui qui a le moins vieilli, je dirais, niveau humour, qui marche toujours autant. Mais ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est Val Kilmer, là, en rôle titre, dans son premier rôle, il est excellent, bref. Et Peter Cushing, génial. Et le deuxième truc, c'est, alors, le saviez-tu? Alors là, il y a Wednesday qui est sorti depuis peu, là, la première partie de la deuxième saison. Et j'étais surpris de voir que Lurch, tu sais, Lurch, c'est le butler, le majordome de la famille Adams. C'est pas le même rôle. C'est pas le même acteur qui jouait la saison 1, qui revient là. Et dans les crédits, j'ai eu la surprise de voir que c'était Jonas Suatomo qui jouait donc dans cette saison 2 Lurch. Alors, j'allais dire, il joue pas. Enfin, il joue Lurch, tu vois. Lurch, c'est quoi? C'est Frankenstein, le monstre Frankenstein. Ouais. Mais l'acteur de Chewbacca. Exactement. Et Jonas, donc, c'est ni plus ni moins que le nouvel acteur de Chewbacca qui a remplacé Peter Mayhew à partir de l'épisode 7. Je crois qu'il était avec Peter Mayhew pour l'épisode 7. Dans le 8, dans le 9 et dans Solo. Voilà, et dans le 8-9 Solo, il était tout seul parce que Mayhew était décédé. Et dans le 7, il faisait juste les scènes d'action, si je dis pas de bêtises. Et dans les scènes calmes, entre guillemets, Peter Mayhew était encore là. Et c'est lui qui fait aussi Kelnaka dans la série The Acolyte également. Et donc, je dois te dire qu'en Lurch, moyen. Enfin, je trouve que le make-up est pas assez réussi. Ils l'ont pas assez zombifié, quoi. Bien franchement, là, maintenant que tu me le dis, le prochain épisode, je vais remarquer ça. Regarde, mais je trouvais l'acteur de la saison 1 de Wednesday plus marquant que le Lurch version Jonas Suatomo. Mais bon, encore un petit rôle à Jonas, quoi. C'est un petit CV qui commence à se faire. Que sa famille est moins présente dans la saison 1 que dans la saison 2 aussi. C'est vrai. Il est plus souvent là. Mais Jonas, qui se construit un petit CV... ma foi, fort sympathique. Il était dans Willow aussi. Il avait un petit rôle dans la série Willow. Donc, série que je n'ai jamais pu voir, hein, parce que Disney l'a carrément retiré de Disney+. Ça, c'est... c'est complètement incompréhensible. Donc, bref. Excellent, Jean. Écoute, moi, de mon côté, c'est très mollo, même si c'est beaucoup de littérature, en fait, entre les audiobooks et les romans et même une fanfiction. Je lis, entre guillemets, 3 romans Star Wars en parallèle. Mais côté collection,
On s'est procuré deux des albums qu'on a critiqués il n'y a pas si longtemps. Le final de Dark Vador et le premier tome de des trois là, de la bataille de Jakku. Je ne sais pas pourquoi ils sont plus difficiles à mettre la main sur les albums en ce moment. Là, je sais pas, là, les transporteurs sont en vacances. Ou... Ouais, c'est peut-être ça. C'est l'été. Sinon, écoute, j'ai quand même été me prendre un Crown que j'ai trouvé très original en Funko Pop parce que c'est un Crown avec, c'est pas le Grand Amiral, c'est l'Amiral Crown. Et en uniforme brun. La seule fois qu'on l'a vu comme ça, c'est dans la série Tales of the Empire. Les courts, on va appeler ça des courts-métrages. Donc, les 6, puis je pense qu'il est juste dans un épisode ou peut-être 2. Donc, c'est très rare quand même, les uniformes bruns. Là, je crois qu'à la base, c'est parce qu'il est de l'armée avant d'être puis plus tard dans la Navy. Mais bref, je ne me souviens plus exactement le détail. Là. Mais voilà, j'avais déjà 2 autres Funko de Tron en blanc, mais je trouvais que c'est ça. Celui-là faisait original, puis c'est comme toujours très, très, très réussi. Est-ce qu'il n'était pas dans la première trilogie de Zan Canon, tu sais, quand il commence à monter les échelons, peut-être? C'est pas dans le comics? Du coup, faudrait que je lise le roman, mais je pense pas qu'on l'avait jamais vu visuellement, donc peut-être là, l'écrit dans le roman. Puis dans le comics, écoute, ça passait tellement vite par rapport au roman là, que je pense pas, mais faudrait vérifier. C'est une bonne question. Parce que, tu sais, c'est ça, il y avait des versions cadets à l'académie, puis tout ça. Oui, c'est vrai. Alors que là, c'est vraiment amiral. Il y a même Paléon avec lui, là, tu sais, dans la là, de Tales of the Empire. Donc, Paléon, oui, on l'adore, lui. Bref, assez pour le quoi de neuf. On passe en hyperespace, Jean, puis on attaque ce roman graphique. Puis, inquiétez-vous pas, on va vous démêler tout ça aussi. Là. C'est quoi cette histoire-là de Hyperspace Stories, histoire de l'hyperespace, et pourquoi c'est pas une série de comics, etc. Donc, on vous démêle tout ça après l'hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, comme j'expliquais en intro, on est là pour discuter du roman graphique Histoire de l'hyperespace Qui-Gon. Peut-être déjà, on peut remarquer une chose, ou féliciter. Tiens, je vais féliciter Panini qui ont traduit le titre Histoire de l'hyperespace, parce que c'est ça, en anglais, c'est les Hyperspace Stories. Parce que je suis le premier à les planter quand ils traduisent pas. Par exemple, la série Bounty Hunters. Parce que l'expression chasseur de primes est vraiment inconnue dans Star Wars du public francophone. Hein? Ouais. Donc, Bounty Hunters, il ne fallait pas le traduire, mais Histoire de l'hyperespace, on traduit. Bref. On a un défenseur de la langue française parmi nous. Logique là-dedans. Traduisez, s'il vous plaît. Non. Là, ça peut vite être confondant. Puis, tu sais, je réalisais, Jean, qu'il y avait déjà eu 3 autres albums Hyperspace, Histoire de l'hyperespace, publiés par Panini, mais tu sais, c'était vraiment les de base très jeunesse. C'est vraiment là, 3 albums de tous des courts récits, là, très jeunesse. Puis là, c'est ça. Cette fois-ci, ce n'est pas une série. C'est carrément un roman graphique en un seul, comment dire, récit. Là. Ça sortait pas en fascicule à chaque semaine. C'est vraiment un TPB, mais qui est inédit en anglais. De quoi, 90 pages, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'est le premier d'une série. Donc, il est supposé d'en avoir toute une série. Là, je montre à l'écran là, la liste. Il y avait celui d'Obi-Wan qui était prévu rapidement à l'automne, qui est reporté. En fait, c'est la 3e fois qu'il est reporté. On ne sait pas trop pourquoi. Mais pour le moment, le prochain va être celui sur Grievous, prévu au mois de janvier. Mais comme je montrais dans la liste, là, il y en a un aussi sur Mace Windu. À ma grande surprise, c'est ça, il y en a un sur Leia, sur Rey, sur Kylo Ren. Et à la toute fin, il y en a un, ou en tout cas de cette liste-là, il y en a un sur Vader. Parce qu'il n'y a pas assez de récits en comics sur Vader. Mais écoute, c'est un concept. Hein, moi, j'avais pas connu ça. Jusqu'à maintenant, là, vraiment des comic books, mais qui ne sortent pas en single issue. Là, je ne sais pas si c'est commun. Dans Star Wars, en tout cas pour le canon, c'est la première fois. Mais là, ce qui peut venir mélanger encore plus les gens, c'est que le seul titre, c'est Hyperspace Stories,
et après ça, le nom du personnage. Ouais, Mais ouais. Hyperspace Stories, c'est devenu, en quelque sorte, le sous-titre de toutes les séries Dark Horse. Ouais, c'est ça. Donc, en ce moment, par exemple, il y en a une sur Bad Batch, il y en a une sur Poe Dameron, et il y en a une sur des Jedi, là, Tide of Terror, que c'est tout Hyperspace Story. Fait que dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment Dark Horse qui, pour, comment dire, taguer ces séries à eux, versus ceux de Marvel, dans le fond, ont mis ce sous-titre-là Hyperspace Stories, et que la seule raison pourquoi c'était encore les aventures dans le cas de la Haute République, c'était une question de continuité, parce que la série avait commencé chez IDW, et chez IDW, c'était ça, toutes les séries s'appelaient Les Aventures, puis là, après ça, tu avais un autre sous-titre. Chez Dark Horse, ça va être Hyperspace Stories. Fait que il va y avoir des mini-séries, comme je vous ai présenté, qui vont sortir bientôt en français. Et il va y avoir ces espèces de romans graphiques-là de plus ou moins 90 pages, comme c'est le cas aujourd'hui pour Qui-Gon. Fait que j'espère qu'on a clarifié tout ça, parce que je voyais des commentaires que les gens étaient un petit peu mêlés sur, par exemple, est-ce que Hyperspace Stories, c'est un gros événement, genre la Haute République? Non. Pas du tout. Non. C'est vrai que c'est confusant. Ouais. Branding là, de la marque Dark Horse. Si tu veux trois petites précisions sur ce que tu disais là, très intéressant, hein, tout ce petit récap. Là, tu parlais de graphic novel. En fait, des graphic novels, c'est ça, hein, tu l'as dit. La différence entre graphic novel et comics, en gros, c'est juste une question de syntaxe. C'est graphic novel, c'est une BD qui sort d'un tome, tu vois, un tome complet, comme tu disais. Donc, c'est ce cas-là avec toute cette série de Hyperspace Stories sur chacun des personnages. Et tu te rappelles, dans le canon, en fait, pour te répondre, on en avait eu quelques-uns en jeunesse, avec les adaptations de The Mandalorian, par exemple, qui ont eu une saison 1 en graphic novel, saison 2 en graphic novel, qui était estampillé jeunesse également. Donc, on a eu quelques-uns, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare dans la galaxie Star Wars, en tout cas. Pour récap, pour encore un peu plus apporter des précisions sur ça, moi, je pensais vraiment que les Hyperspace Story, c'était le pendant, tu disais Star Wars Adventure, et par extension, The High Republic Adventure, la Haute République, les aventures, via IDW, et une fois qu'ils étaient passés à Dark Horse, ils avaient changé le nom. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, parce que la gamme Adventure était vraiment jeunesse à l'époque. Là, les Hyperspace Stories, je les pensais jeunesse aussi, notamment les 3 tomes que tu disais qu'on n'a pas encore chroniqués. Là, ce soir, ça va être le premier Hyperspace Story qu'on chronique, en fait. Il y en a eu 3 avant. Mais ils sont estampillés all ages, tu vois. Ils sont pas estampillés juste jeunesse. Tout âge, ça veut un peu rien dire, tu vois. Mais c'est pas marketé comme des comics jeunesse. Et on le verra ce soir. C'est peut-être pas vraiment un comic jeunesse. Moi, à la base, je pensais que c'était ça. Un Qui-Gon pour les plus jeunes, mais en fait, non, c'est vraiment comme ils disent pour tout âge, pour tout, ou par aucun âge, en fait. Hein. C'est vraiment pour tout le monde, j'ai l'impression, ce genre de ouais, mais d'un point de vue réglementaire, on est quand même dans le 8 ans et plus. Là, donc, pour l'instant, je vois pas de. En tout cas, il n'y a pas de différence avec les Haute République Aventures. Ouais. D'un point de vue réglementaire, mais bon. Parce que quand tu compares ça, là, par exemple, la Haute République normale de chez Marvel, il n'y a pas de truc plus ou moins enfantin. C'est limite un peu plus adulte, ce récit-là de Qui-Gon, on le verra. Oui, le récit, oui. Le récit est pas vraiment jeunesse. À la fin, en conclusion, je me dis toujours à qui on pourrait recommander ça. Alors, on pourrait recommander à des plus jeunes, oui, mais pas que, en fait, parce que c'est vraiment un graphic novel pour tout âge. Encore une fois, je crois qu'ils ont trouvé le... Ça pourrait tout à fait être une nouvelle là, dans un recueil de nouvelles pour adultes. Là. Et alors, tu parlais de toute cette gamme de séries, enfin, toute cette liste de séries estampillées de chacun des héros, là. En fait, c'est depuis la New York Comic Con de 2023 que les premiers tomes, donc c'était Qui-Gon et Obi-Wan seulement, qui avaient été annoncés, pour une sortie imminente. Donc, ils avaient prévu, par exemple, Qui-Gon en janvier 2024, une sortie en janvier 2024, et au final, nous, on l'a eu en VO en mars 2025. Donc, ils ont mis 1 an et demi à le sortir, le Qui-Gon. Et l'Obi-Wan, tu le disais, il n'a toujours pas de date de sortie, et il a encore aujourd'hui, il n'a toujours pas de date de sortie. Le plus récent, tu le disais, c'est Grievous qui sort en janvier. Mace a une autrice, donc c'est Justina Hyland qui sera sur le scénario. On a déjà une équipe artistique, on va dire. Donc c'est les deux, Grievous et Mace, qui ont le plus d'avance sur le point de sortir, apparemment. Mais le Obi-Wan... J'ai un souvenir d'avoir vu des planches. Tu sais, souvent, ils nous présentent la couverture puis quelques planches, là, les premières pages. Puis j'ai souvenir d'avoir vu des planches d'Obi-Wan. Fait que c'était déjà... en route, là, comme projet. En chantier, ouais.
Écoute, est-ce qu'un des principaux joueurs a eu un gros problème de santé? Est-ce que, tu sais, je sais pas, là. Mais, sûrement parce mais que c'est au moins, il y a eu 3 de dates de sortie prévues, il y a eu 3 rapports. Parce qu'il était prévu cet automne, puis même dans le planning de Panini, je pense qu'il était prévu en octobre ou en novembre, le Obi-Wan, en français. Donc, je pense que ça n'arrivera pas. Non, là, pour l'instant, il n'y a aucune date de fixe maintenant, donc on table sur du 2026. Et Obi-Wan, comme le Grievous, le Mace et donc le Qui-Gon, c'est les 4 qui ont une couverture définitive aussi, du même cover artiste, on en parlera plus tard. Alors que tous les autres, là, Luke, Leia, Vader, Kylo Ren, tout ça, c'est encore juste des projets sans équipe artistique fixe et sans rien encore. Il n'y a rien de fait. Donc ceux-là, on peut encore. Pour les prochaines années. Ouais, voilà. Donc c'est un peu le bourbier, c'est sorti de ces Hyperspace Stories version graphique novel, quoi. Bizarre. Excellent. Sinon, côté spec pour l'album d'aujourd'hui de Qui-Gon, donc sous-titré, comme je disais, Histoire de l'hyperespace, chez Panini Comics pour un 16€, un total de 88 pages, sorti le 20 août, donc il y a quelques jours normalement, là, vu qu'on préenregistre. En même temps que celui des Ewoks, là, autrement dit. Chronologie, il y a des flashbacks. On va dire que le présent est en moins 39 et il y a des flashbacks jusqu'à moins 62. Scénario, on est sur du George Mann, donc un nom qui doit vous dire quelque chose parce que autant en comics qu'en roman, on dit souvent le nom de George Mann. C'est une des vedettes montantes, on va dire. Côté dessin, Andrea Muti, couleur Vladimir Popov, couverture Michael Cho. Et le synopsis officiel est le suivant. Des événements récurrents poussent Qui-Gon à se confronter à la confrérie de la 9e porte. Ancien padawan du comte Dooku, devenu maître Jedi d'Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon doit découvrir les secrets de ces mystérieux adeptes de la Force avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Donc, voilà. Jean, est-ce que tu aurais... un premier avis sans spoil pour les auditeurs? Bien sûr. Alors déjà, en un mot, je te dirais Tomb Raider. Tomb Raider, pour le faire bien. Voilà. Ouais, c'est le mot. Voilà, parce que, alors déjà, George Mann. Je pensais que tu m'aurais plus dit Alien. Mais... Ah, oui, il y a aussi de ça aussi, ouais. Mais ouais, je t'avoue que Indiana Jones / Tomb Raider, ça m'a plus marqué, mais effectivement, il y a un peu d'Alien également. Mais ouais, alors George Mann déjà, alors c'est très très surpris de voir George Mann sur ce genre de projet. George Mann, on va pas le représenter, mais un petit peu quand même. Je pense que Francis sera d'accord aussi. On l'adore, hein. George Mann, c'est un peu le Cavan Scott pour notamment notre République, mais pas que. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, pour l'instant, il n'a pas fait de trucs qui nous a déplu. C'était au minimum très bien et au maximum excellent. Donc, donc très content de le voir là. Et d'abord, ça me fait plaisir de le retrouver dans un comics parce que même s'il a fait beaucoup de romans, des audiodramas, beaucoup, Battle of Jeddah, c'était lui. On en parlera plus tard. Il y a peut-être des liens avec Battle of Jeddah. Les 2 Audible exclusifs, c'était lui. Le Tear of the Nameless, qui était très très bon. The Eye of Darkness, qui est très très bon. Donc ouais, beaucoup de livres qu'on a adoré. Les 3 romans, recueils de nouvelles aussi, Myth and Fables notamment, très très bon aussi. Donc vraiment, c'était vraiment excellent de le voir là. Mais sa toute première contribution dans l'univers Star Wars, c'est du Star Wars Adventure du temps de IDW, justement, tu en parlais plus tôt. Et donc il a fait quelques numéros de Star Wars Adventure. Ça date, hein, c'était en 2019, je crois, ça commence à dater. Et puis il a fait les mini-séries, la Haute République, là, la Nameless Terror et Echoes of Fear, donc les échos de la peur et la terreur des sans nom. Déjà sorti en français, on a des émissions dédiées, tout ça. Et voilà, donc ce one-shot Qui-Gon, il arrive un peu avant Tides of Terror, aussi tu le mentionnais plus tôt, mais c'est lui qui est aussi au scénario de Tides of Terror. On a lu le premier numéro, c'est très très bon aussi. Donc ouais, vraiment, le gars fait tous les formats, de l'audiodrama au comics jeunesse, au graphic novel maintenant, tu vois. Ouais. Et parfait, quoi. Alors, on le verra ce soir, est-ce qu'avec ce Qui-Gon, il va maintenir son palmarès? Mais voilà, donc très content de le voir là. Le dessinateur, c'est Andrea Muti, tu le disais, alors c'est marrant, c'est un artiste de comics ultra prolifique, il a fait des tonnes de trucs, et dans Star Wars, il a juste fait un numéro de Star Wars Adventure. Non, en fait, c'était même pas Star Wars Adventure, c'était Hyperspace Stories déjà, donc la série de Dark Horse, All Ages de Dark Horse, et ce Qui-Gon, c'est tout ce qu'il a fait en canon. Par contre, en Legends, et on en avait parlé... je crois que c'est... En tout cas, écoute, je dis ça au pif, là, mais pour avoir relu récemment, je crois que c'est lui qui a fait l'annual de Hyperspace Stories, qui était sur
comment il s'appelle, Jackson, là, Le lapin, ouais. c'est un lapin vert. C'est ça, le Lépi, ouais. Ouais, Jackson, hein, carrément. Non, alors, désolé de te contredire en direct, mais ouais, non, il est sur le numéro 7 des 12 numéros. Donc, c'est pas l'annuel. C'est un style qui ressemble beaucoup. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ouais. Et donc, dans le Legends, il a accompagné J.J. Miller, tu te rappelles, John Jackson Miller, qui faisait des comics sur la Knight of the Old Republic, donc KOTOR War, c'était une mini-série de l'époque, et Lost Tribe of the Sith, qui était donc 2 mini-séries scénarisées par J.J. Miller. Je n'ai pas encore lu, moi, les KOTOR en comics. J'attends de me finir le jeu pour pouvoir me lancer dans les romans et les comics ensuite, donc j'ai le temps. Mais ça a l'air top. Les comics KOTOR ont l'air vraiment une sacrée réputation, donc j'ai hâte de les lire. Donc ouais, j'étais assez intrigué, et on le verra, Andrea Mutti. Alors moi je ne connaissais pas du coup, parce que bon, on n'avait pas trop vu. Et disons que ça surprend au départ comme style de dessin. Oui, c'est une façon de le dire. Voilà, parce que je suis sûr que on va parler de la même planche, mais on s'habitue, et il y a un feeling Legends, là, on dit que c'est un auteur Legends. J'ai eu quelques passages feeling Legends, tu vois, avec ce dessin un petit peu vintage, tu vois, un petit peu vieillot, mais sans être vieillissant. Ouais, moi, en fait, ça me fait beaucoup penser aux comics classiques Star Wars, de Marvel à l'époque, avant même que Dark Horse reprenne le flambeau, je crois, c'était... donc, on parle des années 80. Là. Oui, complètement. C'est plus ça. Vraiment un style très vieillot, volontaire, à mon avis, là, dans le sens où... donc, c'est ça. Il y en a qui n'aimeront pas, c'est sûr et certain. Bah oui, parce que en ayant relu le numéro 7 de Hyperspace Story de lui, là, c'est pas vraiment le même style. Alors, comme tu dis, c'est peut-être voulu, hein, ce genre de style. Et justement, avec ce récit à la Tomb Raider, à la Indiana Jones, donc en gros, c'est les deux Jedi, Obi-Wan et Qui-Gon, qui vont explorer les temples anciens. Moi, faut que je te dise, je sais pas si tu étais au courant, mais moi j'adore ce type d'histoire. Tu vois, il y a des trucs qui me plaisent énormément dans Star Wars, et ça, tu vois, c'est pas pour rien que Dr. Aphra, par exemple, c'est un peu mon personnage préféré du canon, parce que j'adore ce genre de concept. Certes, vu et revu, on a vu ça des tonnes de fois. Certains diront que c'est un concept éculé, tu vois. Même Spielberg puis Lucas s'est inspiré de Hergé avec les Tintins. Là, donc, voilà. Des nouveaux concepts, là, mais ouais. Donc, pour répondre à la question de savoir si George Mann continue dans sa lancée, moi je te dis carrément. Je trouve que le scénario de Mann est très très bon, classique, efficace. J'ai adoré les liens qu'il va tisser avec toutes ses œuvres qu'il a fait, une partie de ses œuvres, dont Battle of Jeddah, le fameux audiodrama qui a eu droit à sa version script en VO et en VF, si je ne dis pas de bêtises non plus. Oui. On a vraiment une version papier là, du script, ouais. Voilà, chez Pocket également. Donc, très très cool d'avoir lié ça à un petit lien comme ça. Il lit aussi ses nouvelles. Il avait fait une série de nouvelles, Tales of Enlightenment, encore une fois dans l'ère de la Haute République. Donc, il lit la prélogie à la Haute République. Donc, ça, c'était pas mal du tout. Et il explore aussi le passé de Qui-Gon avec, je ne sais pas si tu l'as mentionné dans le synopsis non spoiler, mais disons qu'il y a un personnage qu'on adore de la prélogie qui fait son retour en mode plus jeune dans Flashback. Ouais, c'était dans le synopsis, et ça le disait qu'il était le padawan de Dooku. Ah oui, voilà, bon, on verra Dooku en mode jeune, donc ça fait plaisir, très très cool de voir ça. D'autant qu'il n'existe pas, dis-moi si je me trompe, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui explorent le passé de Qui-Gon en mode padawan sous la tutelle. Il y a ce que je mentionnais tantôt, les Tales of the Empire. C'est-tu dans Tales of the Empire ou Tales of the Jedi? C'était pas Jedi, ouais. C'est ça. En tout cas, bref, il y avait 3 numéros sur Dooku, là, dont au moins un que c'était avec un Qui-Gon jeune padawan. C'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu me le rappelles, j'avais un peu oublié cet épisode, mais effectivement, c'était le cas là. Donc, au niveau scénario, c'est limite parfait pour moi. Ça m'a beaucoup plu en tout cas. C'est pas sans défaut, mais je suis passé au-dessus. Par contre, niveau dessin, Andrea Mutti, ça a beau être un artiste qualifié avec un scellé de gros malade, je dois avouer que j'ai pas accroché. Alors, au début, à ces dessins, tu ouvres le tome, en fait, tu as la première page, tu as Qui-Gon, ok, et tu as la deuxième page, tu as Obi-Wan, t'es ok. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait discuté entre nous sur le chat privé en mode non, mais t'as vu la gueule d'Obi-Wan en page 2, quoi, c'est affreux. Ouais. Mais je dois avouer que plus on avance, plus t'es emporté par le scénario de Mann, plus les dessins, alors s'améliorent, ça dépend. En fait, disons que les visages des humains... On s'habitue. C'est plus qu'on s'habitue. Mais tout le long, ça demeure qu'on a l'impression de lire, c'est ça, un comics des années 80. Voilà, ou du Tintin, je sais pas, maintenant que tu mentionnes Tintin, le Obi-Wan, il ressemble un peu à Tintin. Ouais. En mode Tintin, genre le tout Après, premier tome. à mon avis, c'est vraiment volontaire. C'est vraiment, il s'est dit, c'est ce style-là que j'adopte pour cette œuvre-là.
C'est ça. Bon, je suis pas sûr que c'était le meilleur choix, là, Ouais. parce que, comme on a dit, là, je vais faire attention, on est en partie sans spoilers, mais il y a quand même une forte ambiance Alien, Event Horizon, bon, évidemment, moins gore, là, mais dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Ouais, On parle d'un vaisseau hanté, là. Oui, voilà. Ça commence comme ça. Ouais. Donc, fait qu'avec un autre dessinateur, un autre coloriste aussi, on aurait, tu sais, par exemple, imagine un Luke Ross là, tout en noirceur, comme Luke Ross est capable de le faire. Là, ou, on aurait pu avoir une ambiance beaucoup plus sombre que c'est le cas ici. Ouais, ouais. Et ou Phil Noto, d'ailleurs, Phil Noto a fait des comics aliens. Genre le relaunch Marvel de Alien, c'était lui, c'était vraiment pas mal. Et tu parlais de couleur, et justement, je trouve que le coloriste, alors j'ai plus son nom, désolé, il apporte une touche qui donne vraiment cette ambiance horrifique, vraiment particulière au tome. Horrifique et pas que, et exploration de temple également, tu vois. Donc, franchement, big up au coloriste. Ouais, c'est pas mauvais. C'est Vladimir Popov. Voilà, Popov. Et notamment avec les sabres laser, cet effet, tu l'as sûrement remarqué, des sabres laser qui vont donner la couleur ambiante des lieux, quoi, qui sont tout sombres dans le noir, quoi. Et ça, c'est vraiment bien fait. Donc ouais. Et voilà. Et Mouti, je le trouve pas mauvais non plus sur le reste, en fait. Tout ce qui est alien, vaisseau. Alors peut-être des trucs genre la ville, genre Jeddah. On le verra. C'est vraiment les visages et bon, le style au crayon très fin. Puis, mais on va montrer à l'écran bientôt là, quelques planches. Voilà. Mais voilà, écoute, je peux peut-être enchaîner, Jean, avec effectivement rien à rajouter sur George Mann. L'histoire est quand même très intéressante. J'aurais très bien lu, comme je disais, j'aurais très bien pris ça comme une nouvelle dans un recueil de nouvelles. Petite, évidemment, c'est un court. Façon de parler, là, c'est quand même un 90 pages. Donc, c'est l'équivalent de 4 comics là, en single issue. Mais c'est ça fait le travail quand même très bien. Puis côté graphique, ben c'est ça. On s'habitue et il faut vraiment le voir comme autant sur d'autres œuvres, on vous disait, ben ça, vous l'achetez pour l'aspect graphique. Par exemple, les Black, White and Red là, de Vador, Maul, puis là bientôt de Boba Fett, c'est des œuvres que c'est pas pour l'histoire que vous achetez ça, c'est pour vos yeux. Là, cette fois-ci, c'est un peu l'inverse quand même. Oui, c'est plus pour l'histoire. C'est vraiment pas pour dénigrer le travail de Mouti, mais moi, c'est vraiment pas un style auquel j'accroche, mais c'est la qualité est là. C'est juste que c'est un style vraiment vieillot, vraiment auquel j'embarque pas. Là. Puis tu sais, même la planche que tu montres à l'écran, c'était pas la pire. Mais regardez, par exemple, c'était la première page. La deuxième page, on a le visage de Obi-Wan. Ou regardez la tête du droïde. C'est un type de droïde qu'on a souvent vu, là, avec deux espèces de globes oculaires immenses. Mais là, ça en est très... très toon, très comique, vieillot. Bon, comme tu disais, on s'habitue. Écoute, graduellement, là, c'est ça, on a l'impression de lire un vieux comics légende. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est complètement le feeling que ça fait. Quand tu vois les comics des années 80, alors peut-être même Tales of the Jedi, tu vois, ce genre de truc vraiment vintage, quoi. Donc, Mais ouais, c'est ça. Puis ambiance, comme je disais, là, ils viennent secourir des archéologues sur un vaisseau, que les gens ils disent que le vaisseau est hanté, etc. Bref. Vous voyez un peu le type d'œuvre. Fait que voilà. Sinon, puis pour les couvertures, ben, il n'y a pas des tonnes de trucs à dire, dans le sens que là, ça va être le même, comme tu disais, le même. Oui. Toutes les couvertures, donc Michael Shaw. Ouais, voilà, vite fait, parce que ça va être très rapide, tu le dis. Il y a une seule cover pour Tom, et c'est graphique novel oblige, on n'a pas de cover par numéro, on n'en a qu'une. On n'a même pas de 4e de couve, c'est pour dire. Alors moi, je la trouve ultra fidèle au personnage, donc je crois qu'il a décalqué son personnage. Voilà, on reconnaît directement Liam Neeson sur la cover. Il a un peu le flemme sur le fond rouge. Ça va être la collection. Voilà. Parce que si je montre le Grievous, ça va être en orange, le Obi-Wan en jaune, Windu en turquoise, on va dire. C'est ça. Et tu montres donc les 4 autres qui sont déjà dispo, et c'est Michael Shaw, donc c'est le même cover artiste qui fera toutes les covers. Alors est-ce qu'il fera les autres de toute la gamme? En tout cas, les 4 premières, c'est lui. Et c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est comme tu dis, une collection. Oui. Mais je vais t'apporter une nuance, tu me dis ce que tu en penses.
ces couleurs vivent là, en particulier pour ce numéro-là, parce qu'on ne connaît pas encore les histoires des autres. Mais dans ce cas-ci, comme je disais, on est sur une ambiance un peu horrifique, suspense, là, etc. Ben, je suis désolé, la couverture, c'est pas ça qu'avant. La couverture, elle s'adresse aux plus jeunes, pour moi. Oui, c'est vrai. Ou est-ce que fait juste remplacer le fond qui est en rouge ici, puis tu le mets en noir? Juste ça, tu viens de changer toute l'ambiance de la couverture. Donc, je dis ça comme ça. C'est un choix, évidemment, là, puis je comprends que peut-être que le public cible, c'est pas nous, mais voilà. Ouais, un fond noir étoilé, ou je sais pas, quelque chose. Ouais, c'est vrai que les plages de couleurs unies, c'est spécial. Mais, voilà. Ben, ça va peut-être évoluer d'ici, vu tous les reports de Obi-Wan. Puis, mais en tout cas, le personnage est reconnaissable. Là, au moins, il n'y a pas un mensonge sur la marchandise. C'est vraiment, du sur Qui-Gon, il y a Qui-Gon, il n'y a pas de souci. C'est ça. Rappelle-moi, Jean, parce que là, j'ai un trou de mémoire pour les émissions sur les comics. Est-ce qu'on donnait notre note avant de partir en spoilers? Ouais, je crois bien. Bon, ben, quelle note tu donnerais à ce premier roman graphique de cette série-là? Bah écoute, encore une fois, même si le dessin m'a pas convaincu au début, j'ai pas dit que mon amour pour le personnage aussi, voilà, Liam Neeson, on adore Liam Neeson, on adore Qui-Gon, moi c'est mon personnage préféré peut-être la prélogie, tu vois. Épisode 1 sûr, mais la prélogie maintenant, en y repensant sûrement, donc je suis très très content moi, de voir du contenu sur Qui-Gon, c'est toujours bienvenu. Et d'ailleurs, ma petite, c'est marrant, parce que tout à l'heure, tu montrais la miniature de l'émission, ma petite était à côté, et puis elle a vu l'épisode 1 il n'y a pas longtemps, et pour elle, c'est mon petit frère, il ressemble, enfin, il a une tête avec, tu sais, il s'est fait laisser pousser le moustache gothi, il a l'espèce de cheveux longs et tout, donc, donc quand Dark Maul tue Qui-Gon à la fin de l'épisode 1, il tue mon petit frère, quoi. Enfin, tout à l'heure, elle mentionnait le prénom de mon petit frère, c'est un comic sur mon petit frère, bref, c'était drôle, très drôle. Mais Qui-Gon en adore. Et oui, donc moi j'ai mis quoi là? Je meuble pour chercher. Voilà, j'ai mis 16. Voilà. Je vis un bon 16. Alors, encore une fois, pas de logique dans ma classification, mes notations. Mais écoute, passer un très bon moment, la lecture, la relecture, très très bien. Les dessins, on s'habitue, voilà, mais c'est pas. Tu vois, il y aurait eu des dessins qui m'auraient bien plus plu et marqué. J'aurais rajouté peut-être 1 ou 2 points de plus. L'histoire est classique, mais quand même intéressante. Donc, ouais, 16, je trouve pas ça déconnant comme note. Excellent. Écoute, je pensais lui donner un peu moins, mais je dois avouer qu'en discutant avec toi, effectivement, l'histoire, je trouve, vaut les déceptions. Puis tu sais, les styles graphiques, c'est très personnel, hein, c'est les goûts, je trouve, c'est beaucoup plus relatif aux gens là, que les histoires. Fait que moi, peut-être que c'est ça, c'est mes attentes qui sont déçus un petit peu. Je ne veux pas noter sur la base d'attente déçus. Donc, je vais lui donner la même note que toi, un 16 sur 20. Ah, mais écoute, pour une fois, on revient. On revient à notre... l'absence de débat. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu... Notre consensus. Ouais, donc un 16 sur 20 quand même mérité. On verra la suite de cette série-là par exemple, tu m'apprends que c'est Justin Harlan qui va faire celui de Mace Windu, ben je ne peux que redouter le pire. Parce que les dernières fois qu'elle a fait des comics, j'ai trouvé que c'était atroce. Oui, c'est un Staros, on se rappelle, c'est un Staros très beau, mais malheureusement, niveau histoire, c'était pas... Oui, ça c'était l'inverse, c'était vraiment magnifique. Bref, voilà, fait que, écoute, une moyenne de 16 sur 20 pour cet album-là de Panini, qui est quand même aussi pas très cher, 16 €, là, ça vaut quand même l'achat. C'est pas cher, et puis qu'on recommande du coup un peu à tout le monde, hein, jeunesse comme pas jeunesse, parce que oui, c'est un peu horrifique, mais moi, tu vois, je le filerai à ma gamine de 8 ans, pas de souci, hein, tu vois, elle va faire des cauchemars en lisant ça, quoi. Ouais, non, c'est pas gore du tout. Pas de gore du tout. Les choses sont suggérées. Spooky, voilà. Pas spooky, mais bon, tu sais, on est des très très mauvais parents, tu le sais, hein, on est de très mauvais pères qui donnons Jurassic Park à regarder à 4 ans, donc c'est très très mauvais. Ouais, écoute, moi, je viens d'écouter le deuxième Famille Adams avec ma petite de 3 ans. Donc, excellent, mais non, ça passe, écoute, ça passe. Mais c'est qu'au Canada, les notifications de films et séries sont beaucoup plus laxistes, c'est beaucoup plus soft au Canada qu'en France. En France, c'est un peu plus sévère, j'ai l'impression. Ah, c'est très possible, très possible. Fait qu'écoute, on va mettre un petit avertissement, on va partir en spoilers. Allez, c'est parti. Donc, Jean, est-ce que tu peux nous faire un résumé de cet album-là
qui est quand même, je vous préviens, c'est succinct. Mais comme je disais, il y a au moins, corrige-moi si je me trompe, Jean, mais il y a au moins 2 périodes de flashback différents aussi. Hein, donc, c'est ça. Ça Ajoute un petit peu. Mais c'est ça, contrairement à une mini-série où est-ce que souvent chaque numéro a sa petite histoire, ben là, c'est une seule histoire. Ouais, tu l'as dit, on a une période au présent. Donc, tu me disais, c'est moins 39. Moi, j'avais moins 32 comme BBY. Mais c'est plus, j'ai plus envie de te croire à toi parce que moins 32, c'est l'épisode 1, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression que Obi-Wan m'a l'air plus jeune que l'Obi-Wan du film. Et justement, c'est un truc qui m'avait gêné au niveau de dessin ou scénario, je ne sais pas trop. Mais le Obi-Wan, niveau caractérisation et dessin, je le vois plus jeune que le Obi-Wan du film. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Oui, au moins quelques années plus jeune. Ouais, voilà. J'ai même une autre source qui parle de moins 41. Donc, les dates exactes dans Star Wars, c'est toujours problématique. C'est compliqué, mais je préfère le voir plus ça, parce qu'il est plus, dans l'excitation, dès qu'il y a un truc qui arrive, bam bam, il commence à gueuler, alors qu'il est plus posé dans l'épisode 1, tu vois. Donc je le voyais plus jeune, plus ado, quoi. C'est pas un jeune adulte comme dans le film, c'est plus un ado. Et donc, tu disais 2 périodes de flashback. Donc, ça va être des petites histoires que Qui-Gon va nous raconter. En fait, ils vont se poser avec Obi-Wan, tu vois, ils vont se poser, ils vont raconter des histoires liées quand même avec leur mission dans le présent. Et on le verra à la toute fin, il y a un petit flashback aussi de l'antagoniste. Bref. Donc, on a Qui-Gon et son jeune apprenti Obi-Wan qui suivent un appel de détresse provenant d'un mystérieux vaisseau. Sur place, ils se rendent compte que le vaisseau est une épave abandonnée depuis des milliers d'années. Et ils y retrouvent à bord une équipe de 3 archéologues, hein, et c'est eux qui ont lancé le signal de détresse, en fait. Donc les archéologues leur disent qu'ils étaient 4 à la base, que l'un des leurs est donc porté disparu, et que le vaisseau est hanté. Ils leur disent aussi que des pirates sont passés et n'ont même pas eu le temps de tout piller, car ils étaient effrayés par ce qui se cache dans le vaisseau, tu vois. Donc là encore, on utilise sur ce qui pourrait bien se trouver sur le vaisseau. Donc les 2 Jedi, ils vont explorer le bâtiment. Ils vont tomber sur des Oclatars. Alors, les Oclatars, c'est une espèce de créature mix entre des Raftars et des Drengir. Tu vois, c'est des Raftars plantes. Ouais, moi, j'étais sûr que c'était des Raftars. J'ai pas compris pourquoi on est venu créer une autre race quasi identique, là, mais bon. En plus, qui se nomme Oclatar, quasiment pareil. Ouais. Et moi, j'ai plus vu des Drengir. Je me suis dit, ils ont l'air un peu plantes, mais bon, c'est jamais trop mentionné, quoi. Bref, et il tombe ensuite sur un tombeau d'une ancienne secte longtemps disparue, plutôt orientée Darkside, hein, qui s'appelle alors moi je dis en anglais, c'est la Brotherhood of the Ninth Door, mais ça va être la confrérie de la 9e porte. Voilà. Qui-Gon se rappelle avoir rencontré un membre de cette confrérie, et c'est là qu'il va se poser la première fois, il va raconter l'histoire à Obi-Wan. Donc premier flashback, on est sur Jeddah, du temps où Qui-Gon était padawan de Dooku. Qui-Gon a à ce temps-là à peu près le même âge qu'Obi-Wan, Obi-Wan dans le présent, on va dire, quoi. Adolescent, quoi. Dooku sans sa moustache, hein, bien rasé, tout jeune, tout fringant. Comme dans la série, tu sais. Moi aussi, j'ai remarqué, Dooku, pas de moustache. Pas de barbe, en fait. Pas de barbe, voilà, pas de barbe plutôt. Donc Dooku parle à Qui-Gon de la confrérie de la 9e porte, là, qui détiendrait un artefact qui pourrait être, j'ai l'anglicisme weaponized, donc armifié. Produit militarisé, voilà. Ouais. Et donc il pourrait être dangereux pour la galaxie s'il restait aux mains de cette secte-là. Dooku veut donc explorer un ancien temple de la confrérie sur Jeddah. Pour ce faire, ils vont demander l'aide de Elena Yot, Elena qui est une membre des gardiennes des Whills. Elle leur servira de chef d'expédition, en gros. Dooku sent aussi, à travers la force, qu'ils ont été suivis par un membre de cette secte-là. Qui-Gon va vite le poursuivre, mais va le perdre dans les rues bondées de la ville sainte de Jeddah. Parce qu'on dit Jeddah, mais oui, Jeddah c'est la planète et c'est la ville sainte, la ville qu'on voit dans Rogue One. Ouais, en anglais ils disent Jeddah City, je me souviens plus, en français ils ont traduit ça comme... C'est vrai, Jeddah City. Donc le trio... en anglais on dit Québec City, mais en français c'est Québec. C'est ça, exactement. Le trio va donc explorer le vieux temple souterrain de la confrérie, va se faire attaquer donc par ce fameux membre de la confrérie, mais il arrivera à s'échapper parce que il a une espèce d'utilisation de la force un peu spéciale basée sur la désorientation. En fait, il va désorienter les sens de nos héros pour s'échapper. Et de retour dans le présent, donc on a Qui-Gon et Obi-Wan qui continuent leur exploration du vaisseau. Ils vont tomber sur un essaim d'Oclatars, là, tu vois, plein de milliers, des centaines d'Oclatars. Ils vont réussir à s'échapper quand même. Ils prennent la poudre d'escampette.
vont trouver le tombeau de Sarasti Tel, qui n'est autre que le fondateur du culte de la confrérie. Fondation d'ailleurs de la confrérie qui remonte à des milliers d'années. C'est une très très vieille secte. Et Qui-Gon pense aussi que c'est dans ce tombeau que réside le fameux artefact que cherchait Dooku. Et Jean est très ému par l'histoire. On entend que Jean... Non, en fait, Jean est en train de perdre la voix. Ouais, attends. Mais c'est ça, vous aurez compris que le fil conducteur, c'est le lien avec cette espèce de confrérie-là de la 9e porte qui est supposée être disparue, mais que Qui-Gon, il dit, non, moi aussi, il y a une génération, je faisais la même erreur que toi, je pensais que c'était disparu, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un de cette secte-là, et c'est ça, ça va être la même personne à différentes époques. Merci d'avoir meublé, Francis. J'ai oublié le verre d'eau à côté, donc j'ai plus d'eau pour la gorge asséchée. Bref. Donc là, on est devant l'entrée du tombeau scellé, et donc c'est Qui-Gon qui va essayer d'ouvrir l'entrée de ce tombeau-là. Donc comme il a un peu de temps, il va raconter une autre histoire de son passé lié à son aventure actuelle. Donc cette nouvelle histoire se passe quelques années après Jedha. Qui-Gon est désormais chevalier Jedi d'abord, sur la planète Serocha. Il va sauver un jeune habitant dans Slovar. Alors ça, c'est une autre créature inédite aussi, une créature mi-ours, mi-loup, là, avec 4 grosses pattes avant et 2 petites pattes à la T-Rex là devant. C'est très bizarre, c'est très nouveau. Ouais. On se demande à quoi ça peut servir, mais bon, ça fait Alien. Oui, voilà, c'est ça. Donc des Slovars qu'ils appellent ça, et qui sont en train de chasser et tuer les jeunes habitants de la ville environnante, là, donc c'est pas cool. Qui-Gon va donc enquêter pour tenter de stopper le massacre. Il va tomber sur une grotte, et dans la grotte, il va tomber sur un temple caché ayant appartenu à la confrérie de la 9e porte. Donc voilà. Il va donc explorer une fois de plus ce temple. Il va retrouver prisonnier le membre de la confrérie qu'il avait rencontré des années auparavant sur Jedha, avec Dooku, là. Il va le libérer. Il va lui dire que les Slovars, là, l'espèce de monstres ours-loups, là, ont établi leur nid dans cette grotte / temple-là. Et là, bam, c'est à ce moment-là que la reine Slovar apparaît. Donc, grosse baston où les 2 membres, enfin les 2 ennemis, parce que bon, la Brotherhood, on apprend que comme ils sont un peu Darksiders, les Jedi, c'est un peu les frères ennemis, quoi. Mais là, le membre de la confrérie et Qui-Gon vont team up contre la reine Slovar. Grosse baston. Et bien, entre-temps, donc ce fameux membre de la confrérie se présente comme Mina Katso. Donc ça, c'est le prénom du gars, Mina Katso, qui va, à la fin de la baston, s'échapper de nouveau. Donc, on retourne au présent. Qui-Gon et Obi-Wan débloquent le saut. Je t'arrête. As-tu quand même fait la réflexion que contrairement à la morale, la mode actuelle en général, c'est qu'il n'y a plus de massacres d'animaux gratuits là, ou d'aliens. C'est vrai. De façon gratuite, là, même dans la Haute République, la chasseuse de monstres, au final, elle les chassait même plus, soit elle les capturait ou elle les amenait dans des réserves naturelles plus loin. Ouais, c'est vrai. Alors que là, c'est le massacre. Ouais. Obi-Wan et Qui-Gon, c'est vraiment une partie de chasse. Là. Oui, complètement. Ouais, complètement, ils ont tendance à plus tuer les monstres comme avant. Et c'est marrant parce que j'ai lu il n'y a pas eu le mémo là, de la Société de protection des animaux. Là. Ah, mais tu vois, c'est marrant, moi je pense l'inverse en fait. Tu vois, j'ai trouvé que Qui-Gon essayait de raisonner les monstres quand il croisait. Qui-Gon, alors oui, effectivement, l'autre, la Mina Katsu, va les tuer, mais Qui-Gon a tendance à calmer un petit peu comme fait Rey dans la postlogie. Là. Par exemple, l'Oclatar qu'il rencontre dans le vaisseau départ, mais il va pas le tuer, il va essayer de communiquer via la force, machin. Et pareil pour le Slovar, tu vois. Et j'ai pas trouvé justement qu'il y avait gros massacre. Alors peut-être que c'est fait hors champ, que ça se voit pas, mais je dis pas ça. Il me semble qu'il n'y a pas de gêne, ni d'hésitation. Mais bon, détail. Sinon, est-ce que c'est à ce moment-là aussi que le personnage, comme tu dis, quand il se présente, ou à moins que ce soit plus à la fin, mais il explique qu'il n'est pas du côté obscur spécialement. Voilà, exactement. Mais, ça sera une des thématiques de ce comics-là qui m'a beaucoup plu. Hein. Encore une fois, George Mann arrive bien à traiter le sujet. Oui. Obi-Wan. Alors attends. Je finis le résumé si tu veux bien, et puis on en parlera après. Donc, en fait, voilà, de retour au présent, donc on a Qui-Gon et Obi-Wan qui vont débloquer le sceau et accéder au tombeau final où repose donc Sarasti Tel dans son sarcophage. Il y a également l'artefact recherché par Dooku, qui est un parchemin en fait très ancien.
Et donc, d'après Dooku, qui pourrait, donc, dans de mauvaises mains, être un danger pour la galaxie. Et là, bam, Mina Katso. Donc, ça fait déjà 2 fois. Donc, c'est la 3e fois que Qui-Gon va la rencontrer dans sa vie, quoi. Là, il apparaît. Il veut le parchemin. Donc, baston entre Obi-Wan, Qui-Gon et Mina Katso. Et c'est à ce moment-là, voilà, que tu parlais, que Mina Katso affirme que les Jedi sont ignorants concernant les réelles intentions de lui et de sa secte, en fait. Et Qui-Gon comprend direct, il va stopper le combat. Ça va surprendre Obi-Wan. Mais voilà, Mina Katso va se saisir du parchemin et le détruire devant les yeux des Jedi pour protéger la galaxie. Et donc Obi-Wan est le premier surpris parce qu'il voit un Darksider, qui pensait être un Darksider, qui décide de sacrifier un artefact de son propre clan pour le bien commun, quoi. Et voilà, et la morale du truc, c'est que Qui-Gon essaie d'enseigner à Obi-Wan, mais que Qui-Gon a appris au fur et à mesure des flashbacks, mais qu'il faut qu'ils acceptent toutes les croyances et ne pas s'arrêter aux préceptes Jedi, qui sont une interprétation parmi tant d'autres de ce qu'est la Force, en fait. Et la Brotherhood en a une autre. Donc oui, ils sont plus Darksiders, mais ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent. C'est pas des Sith, en gros, quoi. Ils l'utilisent aussi pour faire le bien et le mal. Enfin, en fait, c'est que de mémoire, pour eux, c'est ça. Il n'y a ni lumière ni obscurité. Exactement. La Force, c'est un tout, et puis c'est ça. Mais c'est intéressant parce que quand c'est Dooku qui l'explique à Qui-Gon, ben évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire que Dooku, effectivement, va finir par opter pour le côté obscur de la Force pour différentes raisons. Et Dooku, quand il rencontre Obi-Wan sur Geonosis plus tard, va dire Qui-Gon m'aurait rejoint. Qui-Gon aurait été d'accord avec moi et il m'aurait rejoint. Puis évidemment, Obi-Wan dit non, pas du tout. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça là, dans ces réflexions-là, qui sont de plus en plus fréquentes. De plus en plus, on a des utilisateurs de la Force qui sont ni d'un côté ou de l'autre. Complètement. Ouais, c'était très intéressant, cette thématique-là, par George Mann. Et au final, tout est bien qui finit bien. La mission de Mina Katso est accomplie, donc lui part de son côté. Le danger des Oclatars est écarté. Alors oui, voilà, c'est là. En fait, hors champ, c'est Mina Katso qui défouraille les scènes d'Oclatars, qui permet aux 3 archéologues de rejoindre les 2 Jedi dans le tombeau, et pour eux donc de continuer leur fouille. Et Qui-Gon et Obi-Wan décident donc de retourner sur Coruscant. Et c'est rigolo, la petite teasing à la toute fin où Qui-Gon a prévu de raconter une 3e histoire, une 3e flashback à Obi-Wan pendant le trajet, une histoire sur Azlyn Rel. Donc, petite mention de Azlyn Rel à la toute fin. Ouais. Oui, lui aussi est omniprésent plus récemment. Mais personnage qu'on adore. Donc, Oui, voilà, ça fait, voilà. Là, on peut commencer nos petites critiques rapides, spoiler. Énormément. Il y a quelques petites touches de Haute République ici et là, et ça fait plaisir, quoi. Ça fait super plaisir de voir George Mann. C'est du bon, ça abuse pas, là, c'est pas spécialement du fanservice. Même si, bon, le fait de mentionner Azlyn Rel apporte pas spécialement quelque chose au récit, là, c'est juste un petit clin d'œil. C'est ça. Moi, j'ai pas voulu te couper tout à l'heure quand tu mentionnais ça, mais tu sais, j'ai trouvé ça drôle parce qu'au début, Qui-Gon, puis en particulier Obi-Wan, est un peu sarcastique sur l'histoire que le vaisseau est hanté. Croyez-vous vraiment qu'il est hanté? Alors que, tu sais, hey buddy, c'est parce que t'es un Jedi, t'es toi-même un magicien, puis t'as plein d'artefacts hantés dans ton temple, tu sais. Mais là, parce que c'est des archéologues qui disent on pense que le vaisseau est hanté, là, c'est pas crédible. Je veux dire, les Jedi seraient les premiers à dire ok, c'est très possible que ce soit hanté par le côté obscur. Mais là, c'est comme si c'était deux êtres humains de notre monde réel qui se font dire ouais, il y a des fantômes, là, c'est hanté. Bref. Je trouvais ça quand même un petit peu drôle comment c'est présenté. Pour moi, des objets hantés dans Star Wars, c'est normal. Il n'y a rien de surprenant, encore plus pour des Jedi. C'est ça. C'est dans le côté fantasy de Star Wars, et donc on découvre que c'est effectivement des créatures qui hantent le vaisseau plus que. Et peut-être l'ambiance un peu spooky, et le fait qu'il soit abandonné depuis des millénaires. Ce qui est sympa, c'est qu'il retrouve ce vaisseau complètement encastré dans des astéroïdes, en fait. Il a fusionné avec des astéroïdes tellement ça faisait longtemps qu'il était là. Je trouve ça intéressant comme design. Et là, tu vois, le dessin de Mookie est pas trop mauvais, la double page qui présente le vaisseau était plutôt sympa. Sur les vaisseaux, il est plutôt bon. Donc je l'ai pas en entier, malheureusement. Tout à fait. Mais c'était intéressant comme concept. Après, voilà, le concept du vaisseau hanté, c'est pas la première fois qu'on le voit dans Star Wars, mais bon, ça faisait plaisir de le revoir via George Mann comme ça.
Puis, c'est ça, je sais pas si tu voulais, qu'on a quand même beaucoup parlé en partie sans spoil, là, au niveau graphique. Je sais pas si tu voulais montrer quelques planches, là, Ouais. ici et là, c'est ça, des vaisseaux, des bestioles, des différentes races. Entre Oui, autres, les beaucoup de races. archéologues, là, c'est pas des humains, Voilà. de mémoire, là, ou en tout cas, il y en a au moins deux, il me semble que c'est pas des humains. Ouais, énormément d'aliens. Tom serait ravi de lire ce comics-là parce qu'on a quoi? On a la race de Ki-Adi-Mundi, là, parmi les 3 archéologues. Là, c'est un Céréan. On a l'espèce de singe hibou là, qu'on a affiché, là, si vous avez YouTube. C'est un Yakaru, et c'est une race canon créée dans le canon Star Wars pour un jeu mobile à la base, mais qu'on retrouve dans énormément de comics et de romans du canon. Et plus loin, on a un Cafex. Il faudrait que je trouve. Attends, vas-y, je vais te retrouver la page. Et là, c'est intéressant parce que c'est une race créée pour l'épisode 9. Donc, comme quoi, même l'épisode 9 a ces races. Ah ben là, c'est ça. C'est le fameux 4e qui a disparu. On a un petit flashback de comment il a disparu, tu vois. Et c'est de ce fameux 4e archéologue. Donc, ça, c'est une race créée, pareil, pour l'épisode 9. En fait, techniquement, non. Elle a été créée pour une extension de Battlefront 2. Un DLC mais un DLC promo pour l'épisode 9. Donc c'était lié à l'épisode 9 quand même, tu vois. Bref. Donc c'est intéressant. Et on le verra plus tard sur Jeddah. Là, c'est une flopée de. Et alors là, tous les aliens qu'on connaît, les plus connus. Hein. Tu as des Twilight, tu as des Trandoshan, des Togruta, des Quarren, des Notoliens, tout ça. Et c'était pas mal de voir une Jeddah comme un hétéroclite comme ça là. Voilà, t'as ici. Même si, tu vois, alors Jeddah, alors au niveau dessin, ça m'a un peu déçu. Les panoramas de Jeddah City, là, de la Holy City, c'est moyen. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais C'est concordant, ça se dit, mais en cohérence avec le reste du style graphique de l'album. Donc, ça m'a pas choqué. C'est pas un panorama de fou. Et pareil, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Dooku version pas barbu, là. Voilà. Pareil, ça choque au début, le dessin, puis tu t'habitues, pareil, le Qui-Gon jeune, bon, tu t'y habitues, quoi. Mais tu vois, elle a pas mal d'aliens. Mais tu vois la différence aussi avec, parce que certains pourraient nous reprocher, nous dire, quand c'est Georges Gentil qui fait des visages aussi peu développés, vous le dénoncez, alors que là, c'est pas le cas. Mais comme je disais, je trouve qu'il y a une grosse différence. Ici, on sent que le talent est tout à fait là, mais que c'est ça, c'est vraiment volontaire de faire ce style-là. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de planche qui m'a fait dire ça a été rushé. À aucun moment, là, telle chose, je me suis dit, OK, il a manqué de temps, il a fait ça vite. Dans tout ce que tu fais défiler à l'écran, on a vu aussi la gardien des Wheels sur Jeddah qui enquête un peu avec eux. Non, c'est ça. Écoute, une fois qu'on a accepté que ça va être ça le style graphique, c'est ça. On se concentre sur l'histoire et c'est quand même très intéressant. Ça passe et ça s'améliore, j'ai envie de dire, un petit peu quand il commence à explorer les temples, là, tu vois, parce que dans le présent, dans les flashbacks, il explore des temples. Enfin voilà, il y a 3 temples à explorer dans ce comics-là, quand même, tu vois, dans les 2 flashbacks et le présent. Et j'adore ces effets alors là, le coloriste plus, de lumière, tu vois, avec les sabres laser bleus qui se reflètent sur les murs, tout ça. Je trouve plutôt sympa. Il y a une ambiance, tu le disais, une ambiance, oui, voilà, Alien, Tomb Raider, il y a une zone, ce que tu veux. C'est vraiment bien fait, quoi, tu vois, les reflets des sabres sur les vêtements, sur les murs. C'est vraiment pas mal, quoi. Donc là, tu vois, des ambiances un petit peu spooky avec des espèces d'effets. Alors les combats, peut-être, c'est un peu confus, tu me diras, c'est pareil, c'est un style. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique. Les combats. Non, effectivement. Un niveau de découpage et compagnie, là, c'est ça. On n'est pas dans un manga là, avec des grandes expressions, là, puis tout ça. Et pour ceux qui sont fans du Legends, encore une fois, il y a plein de clins d'œil. Notamment la dernière partie du récit où tu as le fameux Minakatsu qui va révéler à toute fin à nos 2 Jedi sa mission. En fait, lui, ça fait une éternité qu'il est à la recherche de cet artefact-là pour le détruire. Et il va mentionner quelques planètes et on aura une case par planète, en gros. Et parmi elles, tu auras du Moraban, quand même. Tu vois, Moraban, c'est anciennement Korriban, la planète qui a été... c'était la planète de l'ordre Sith dans Legends, mais même dans le canon, d'ailleurs, je crois que Darkbane est canon via Korriban, Moriban, dans Clone Wars, si je dis pas de bêtises, c'est plus toi le spécialiste. Dans la saison 5, là, quand Yoda se met à explorer voilà, exactement, le cœur du noyau. Là, voilà.
Exactement, ouais, c'était Moraban. Et Korriban, c'est une planète qui était le siège de l'ordre Sith à l'époque de Tale of the Jedi comics. Donc Tom Veitch, encore une fois, j'ai envie de le nommer à chaque fois que je peux, celui-là, parce que c'est lui qui a lancé ça, quoi, avec l'ordre Sith qui habite vraiment cette planète-là. Et alors, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est George Lucas lui-même qui a voulu changer le nom de Korriban à Moraban, parce qu'il préférait le nom Moraban, tout simplement. C'est juste lui qui avait sa préférence. Et en fait, c'est George Mann, ça c'est intéressant comme info, c'est George Mann qui, dans son Myth and Fable, donc Mythe et Fable, le recueil, son premier recueil, son premier... Le en français, là, ça n'a pas été traduit. Ah pardon, excuse-moi. Donc Myth and Fable, donc c'est son premier livre, hein. Il avait fait des comics avant, mais c'est pas un roman, mais c'est son premier livre. C'est un recueil de petites fables. Ouais. Voilà, et c'est dans ce recueil-là qu'il explique qu'en fait Korriban, techniquement il recanonise Korriban en disant que le nom a évolué avec le temps et qu'il a changé en Moraban, mais que c'était le nom antique de Moraban, tu vois. Comme les villes, comme je sais pas, Constantinople, qui est devenu Istanbul, enfin un genre de truc comme ça. Tu vois. Et je trouve ça super intéressant que ce soit George Mann qui fasse un petit clin d'œil à ça dans ce comics-là. Les communistes ont pris le pouvoir, ils ont changé le nom, etc. Ouais, par exemple, ouais, ça pourrait être ça, ouais, c'est super intéressant. Il y a Batuu, alors Batuu. Excellent, Jean. Donc, sinon, quelque chose à ajouter avant de clore l'épisode. On vient de franchir le cap d'une heure pour Ah, déjà, mais tu vois, désolé. Tu vois, on pensait faire 40-45 minutes sur ça, mais il y a tellement de petits trucs à dire aussi. Non, mais juste pour dire qu'il mentionnait Batuu, Dathomir, tout ça. Bon, là, c'est des planètes connues, mais voilà, ça fait plaisir, quoi. Et puis voilà. Donc, il connaît très bien son Star Wars. Je pense pas que George Mann ait beaucoup besoin des interventions de Pablo Hidalgo et du reste du Story Group. Non. J'ai l'impression qu'il connaît très très bien son Star Wars. Ouais. Alors, Rassalian aussi, tu vois, il y a un peu de Rook, de Nogri. Donc, on voit un Nogri, donc c'est Rook de Throne, tu vois. Il fait des liens avec je disais, Tales of c'est quoi, Enlightenment, là, son recueil. Je sais plus pour quel détail, mais il y a un lien. Je suis perdu dans mes notes. Là. Mais bref, donc non, du très bon Star Wars. Donc, ça fait plaisir. Excellent. Écoute, c'est sur ces très bonnes critiques qu'on va conclure cette édition de Star Wars en Québec. Star Wars en direct littérature. Pour rappel, on lui a tous les deux donné la note de 16/20. Donc, quand même, un très bon roman graphique. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, on aimerait savoir ce que vous avez pensé de cette lecture-là. Lecture quand même relativement rapide. Mais tu sais, comme je disais, c'est un petit album de 88 pages pour un 16 €. Donc, c'est ça, c'est tout à fait raisonnable de mon point de vue. Fait que sur les différents réseaux sociaux, évidemment, là, Facebook, Instagram, Thread, X et Blue Sky, mais aussi sur notre Discord et sur YouTube, les pouces, les abonnements, etc. Vous connaissez la chanson, ça fait une énorme différence dans le référencement. Voilà, Jean, qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient comme prochaines émissions de Star Wars en direct? Alors, ce qui est sûr qui sortira bientôt, ça sera la prochaine critique du dernier roman sorti, donc c'est Sanctuary, a Bad Batch Novel de Lamar Giles, je ne sais pas comment on prononce ça. Donc voilà, le dernier petit roman Star Wars de sortie. Et en comics... Roman adulte, contrairement à ce que le thème peut nous laisser croire. Là, en tout cas, c'est supposé être un roman adulte. Oh ouais. Et en comics, là, on a fini les sorties d'août avec Ewoks et Qui-Gon. Et les sorties septembre, c'est ça pour fin septembre. Et on aura donc le Bataille de Jakku, tome 3. Et un comics de l'autre République sur les dispatch de la zone d'occlusion. Donc en français. Message de la zone d'occlusion en français. Voilà, exactement. Donc ça fin septembre. Voilà. Tout à fait. Donc, je ne saurais pas dire s'il y a d'autres Star Wars en direct, la musique ou autres, là, bref, qui s'en viennent. C'est très possible. Ou un quoi de neuf, effectivement, d'ici là. Donc, écoute, merci Jean, de la part de toute l'équipe, d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.